Imaginez une petite fille noire, innocente et solitaire, sur un vol transcontinental, osant demander une simple couverture pour se réchauffer, seulement pour être confrontée à un mur de mépris glacial, un refus teinté de préjugés qui fait bouillir le sang de quiconque a un soupçon de justice en soi. Et si cela vous révolte autant que moi, frappez ce bouton like pour montrer votre indignation et commentez justice pour Aïcha, pour que votre voix rejoigne le chœur des opprimés qui exigent un changement. Car cette histoire n'est pas qu'une anecdote, c'est un cri de rage contre l'injustice flagrante qui ronge notre société. Une jeune fille silencieuse sur un vol de nuit transcontinental demande une couverture, une requête simple, accueillie par un ricanement et un mensonge. Tandis que la température de la cabine chute, le froid qu'elle ressent dépasse de loin la climatisation, c'est la piqûre glaciale du préjugé. La stewardess, sûre de son autorité, aggrave la situation, allant jusqu'à impliquer le capitaine pour humilier publiquement l'enfant. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont supposé que la fille de 12 ans, voyageant seule en siège 12A, était sans défense. Ils n'ont jamais imaginé que son père n'était pas seulement en attente à la destination. Ils n'ont jamais imaginé qu'il était l'homme qui possédait toute la compagnie aérienne et qu'il était sur le point de recevoir un appel. Le ronronnement étouffé des moteurs était une berceuse familière pour Aïcha Moreau. À 12 ans, elle était déjà une voyageuse chevronnée, habituée au monde transitoire des portes d'embarquement et des fuseaux horaires. Ce voyage, cependant, était différent. C'était sa première fois à voler seule de Los Angeles à New York, un périple transcontinental pour passer 2 semaines chez ses grands-parents. Son père l'avait accompagnée jusqu'à la porte, sa présence habituellement imposante adoucie par une chaleur paternelle qui n'était réservée qu'à elle. Il avait embrassé son front, ses derniers mots une refrain familier. « Sois brillante, mon amour, et appelle-moi quand tu atterris. » Elle était en siège 12A, un siège en économie premium côté hublot sur le vol 212 d'Air Prestige. C'était un avantage lié au travail de son père, bien qu'elle n'en comprît pas pleinement l'étendue. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il travaillait dur et voyageait souvent. Elle serrait contre sa poitrine son vieux carnet de croquis en cuir, ses pages remplies de dessins au fusain de paysages urbains et de créatures fantastiques. L'art était son langage, une façon de traiter le monde autour d'elle. Le vol commença sans heure. Les lumières de Los Angeles s'étalaient en bas comme un tapis de diamants épars avant de céder à l'obscurité d'encre du ciel nocturne. Alors que l'avion grimpait à son altitude de croisière de 35,0 pieds, un froid distinct commença à imprégner la cabine. Ce n'était pas la fraîcheur douce d'un environnement bien régulé. C'était un froid mordant qui traversait son cardigan fin. Elle vit d'autres passagers frotter leurs bras et resserrer leurs vestes. Une stewardess, avec un badge indiquant Claudine, faisait son chemin dans l'allée, ses mouvements secs et efficaces, son sourire un masque peint qui n'atteignait pas ses yeux fatigués. Elle avait une coupe au carré blonde sévère et l'air de quelqu'un qui faisait ce travail depuis très longtemps et n'en était plus charmé. « Excusez-moi », dit Aïcha poliment alors que Claudine passait. Sa voix était douce, facilement avalée par le bourdonnement des moteurs. Claudine s'arrêta, la tête inclinée d'un angle impatient. « Oui, je suis désolé de vous déranger, mais il fait très froid. Serait-il possible d'avoir une couverture, s'il vous plaît ?» Les yeux de Claudine firent un balayage rapide et dédaigneux sur Aïcha, de ses tresses perlées à ses jeans simples et son sweat à capuche. C'était un regard qu'Aïcha avait vu avant, une évaluation subtile mais incontestable qui concluait qu'elle était déplacée. « Nous n'avons plus de couverture pour cette cabine », déclara Claudine platement, le sourire enfin disparu. « Elles sont réservées principalement pour les vols internationaux long courrier. » Elle se tourna pour partir avant même qu'Aïcha puisse traiter le mensonge. Aïcha cligna des yeux. Cela ne semblait pas juste. C'était un vol de nuit de 6 heures. On lui avait donné des couvertures sur des vols plus courts, mais elle était une enfant polie, élevée pour respecter les aînés, alors elle murmura simplement « Oh, d'accord, merci ». Elle se recroquevilla en une boule plus serrée, ramenant ses genoux contre sa poitrine et essayant d'utiliser son petit sac à dos comme parevent contre la bouche d'aération au-dessus d'elle. 20 minutes plus tard, l'homme au siège de l'allée en face d'elle, un homme d'affaires corpulent en costume froissé, fit signe à la même stewardess. « Il fait un froid de canard ici. Y a-t-il une chance d'avoir une couverture ?» Le comportement de Claudine se transforma. Un sourire authentique, presque servile, apparut.
Bien sûr, monsieur. Pas de problème du tout. Laissez-moi en prendre une pour vous dans le compartiment supérieur. Elle ouvrit un compartiment proche et sortit une couverture emballée dans du plastique, la lui tendant avec un geste théâtral. Voilà pour vous. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Aisha observa, le cœur serré. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. Elle vit Claudine le faire à nouveau pour une femme 2 rangées devant. Elle sentit un nœud de confusion et de douleur se resserrer dans son estomac. Pourquoi lui avait-on dit non? Rassemblant son courage, elle attendit que Claudine passe à nouveau. Cette fois, un steward plus jeune nommé Antoine était avec elle, ramassant les verres vides. « Excusez-moi » dit Aïcha à nouveau, sa voix un peu plus forte cette fois. « J'ai vu que vous avez donné une couverture à cet homme. Vous m'avez dit qu'il n'y en avait plus. » Claudine s'arrêta net dans l'allée. Son visage se durcit, le masque de courtoisie professionnelle tombant pour révéler une irritation tranchante. « J'ai dit que nous avons un approvisionnement limité. Elles sont priorisées. »« Priorisées pour qui ?» demanda Aïcha, son sens inné de la justice surpassant sa timidité. « J'ai demandé en premier. » « Écoutez, » dit Claudine, sa voix descendant à un murmure conspirateur et condescendant. « Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce siège, que ce soit par des points ou une réduction familiale, mais ces commodités ne sont pas garanties. Nous devons en garder en réserve. » Elle regarda Antoine comme pour un soutien. Il baissa les yeux, le visage rougissant, feignant d'être intensément intéressé par l'arrangement des verres sur son plateau. L'implication était claire. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez pas payé assez. Vous n'êtes pas digne du même confort que les autres. Le froid qu'Aïcha ressentait maintenant n'avait rien à voir avec la température de la cabine. C'était le froid profond, isolant d'être ciblé, d'être jugé indigne sur la base d'une supposition. « Ce n'est pas juste, » dit Aïcha, sa voix tremblant légèrement. « Tous les autres qui ont demandé en ont eu une. »« Êtes-vous en train de me traiter de menteuse ?» claqua Claudine, sa voix montant juste assez pour tourner les têtes des passagers proches. « J'ai une cabine pleine à m'occuper. Je n'ai pas le temps de discuter avec une enfant pour une couverture. » Une femme dans la rangée derrière Aïcha, une dame distinguée aux cheveux argentés et aux yeux intelligents et perçants, se pencha en avant. « Excusez-moi, stewardess, dit-elle, sa voix calme mais ferme. J'ai entendu tout l'échange. La fille a demandé poliment, et vous l'avez écartée. Vous avez ensuite fourni le même article à au moins 2 autres passagers. Votre ton est complètement déplacé. » Claudine se tourna vers la femme, son visage un masque d'indignation. « Madame, c'est une affaire d'équipage. Veuillez rester en dehors. Cela devient une affaire de passagers quand l'un d'entre nous est traité avec un tel manque de respect flagrant, » contre-attaqua la femme. Son badge épinglé à son blazer sur le siège à côté indiquait docteur Sophie Bertrand. Claudine, acculée et furieuse, reporta son regard sur Aïcha. « Vous voyez ce que vous avez fait? Vous créez une perturbation. » Sur ce, elle pivota sur ses talons et marcha vers la galée, le dos raide comme une barre. Antoine lança un regard apologétique, bref, à Aïcha, avant de la suivre en trottinant. Aïcha s'enfonça dans son siège, le visage brûlant d'humiliation, les yeux des passagers environnants étaient comme des coups physiques. Elle ne voulait pas causer une scène, elle voulait juste être au chaud. Elle voulait être traitée comme tout le monde. Elle sortit son carnet de croquis et un morceau de fusain, ses mains tremblant, et commença à dessiner. Elle dessina une petite figure recroquevillée dans un vaste siège d'avion vide, avec des vagues de bleu glacial la submergeant depuis une bouche d'aération au-dessus, tandis que des figures ombreuses dans les sièges autour étaient enveloppées dans des cocons chauds et lumineux. Dans les confins étroits de la galée avant, Claudine claqua une bouteille d'eau sur le comptoir. « Pouvez-vous croire l'audace de cette gamine et de cette vieille fouineuse derrière elle ?» Antoine se tortilla, évitant son regard. « Claudine, elle avait juste froid. Nous avons comme 20 couvertures de plus dans le placard avant. C'est le principe, Antoine. » Claudine siffla, sa voix un murmure venimeux. « Vous les voyez tout le temps maintenant. Ils obtiennent ces billets d'upgrade bon marché et agissent comme s'ils possédaient l'avion. Entiché, le père travaille probablement au bagage et a utilisé un passe copain. Vous leur donnez un pouce et ils prennent un 1000. Vous devez fixer le tonneau.
Antoine ne dit rien. Il n'était dans le job que depuis 1 an, encore à rembourser ses prêts de formation. Claudine était une vétérane de 30 ans, la stewardess la plus senior de cet équipage, connue pour son caractère vindicatif. La croisée pouvait signifier des pairings misérables, de mauvais rapports au chef de cabine, et une carrière bloquée. Il savait que ce qu'elle faisait était mal, un mélange toxique d'abus de pouvoir et de préjugés laids. Mais sa peur d'elle l'emportait sur son courage. Il choisit le silence. Mais ce n'était pas tout. Une autre stewardess, Marie, qui passait par là, ricana en entendant la conversation. « Oh, Claudine, tu as raison. Ces gens-là ne méritent pas le confort. Ils devraient voyager en soute avec les bagages », murmura-t-elle avec un sourire moqueur, ajoutant à l'atmosphère empoisonnée de la galée, rendant l'air encore plus lourd de mépris, comme si l'injustice n'était pas assez, mais maintenant multipliée par cette complicité gratuite qui faisait bouillir le sang. Comment osait-elle traiter une enfant comme une intruse indésirable? De retour au siège d'Ouza, Aïcha essaya de se perdre dans son dessein, mais l'injustice de tout cela repassait en boucle dans son esprit. Son père lui avait toujours enseigné à se défendre, à parler respectueusement mais fermement quand elle était lésée. Elle l'avait fait, et elle avait été rabrouée, insultée, humiliée. Elle regarda le bouton d'appel au-dessus de sa tête. Elle hésita une pleine minute, son cœur battant. L'appuyer sentait comme un acte de défi. Mais quelle était l'alternative? S'asseoir là et geler, acceptant le traitement qu'elle avait reçu. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton. La lumière tinta. Quelques instants plus tard, Antoine apparut. Il avait l'air profondément mal à l'aise. « Oui ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Je voudrais parler au chef de cabine, s'il vous plaît, » dit Aïcha, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent légèrement. « Êtes-vous sûr? Claudine est vraiment, s'il vous plaît ?» insista Aïcha. Antoine s'éloigna en hâte. Quelques minutes plus tard, il revint non avec le chef de cabine, mais avec Claudine, dont le visage était orageux. « Je vous ai dit d'arrêter de causer une perturbation, » dit Claudine entre ses dents. « Vous interférez maintenant avec les devoirs de l'équipage. »« Je ne perturbe rien, » dit Aïcha, sa voix gagnant en force. « Je suis une passagère sur ce vol, et vous ne me traitez pas équitablement. J'ai demandé une couverture, vous avez menti, et vous avez été impoli. Je veux parler à votre superviseur. » C'était trop pour Claudine. Une enfant. Une enfant noire dans ce qu'elle considérait comme un siège au-dessus de sa station, défiant son autorité devant d'autres passagers. La rage qu'elle ressentait n'était plus contenable. « C'est fini, siffla-t-elle. Vous voulez le capitaine? Vous aurez le capitaine. » Elle partit en trombe vers le cockpit. « Docteur !» Sophie Bertrand, la professeure de la rangée derrière, se pencha à nouveau en avant. « Vous faites la bonne chose, jeune fille, » murmura-t-elle, donnant un hochement de tête encourageant à Aïcha. « Restez calme. Énoncez votre cas clairement. » La validation d'une étrangère était comme une petite braise de chaleur dans le froid. Aïcha hocha la tête, reconnaissante. Quelques minutes plus tard, le rideau du cockpit fut tiré en arrière et un homme en chemise blanche impeccable, avec 4 bandes sur ses épaulettes s'émergea, suivi d'une Claudine triomphante. C'était le capitaine Pierre Laurent. Un homme dans la fin de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et un visage qui suggérait qu'il avait vu des milliers de décollages et d'atterrissages et en était là. Il marcha dans l'allée avec un air d'autorité immense, ses yeux scrutant la source du problème. Claudine pointa un doigt manucuré. « Capitaine, c'est la passagère Andouza. » Elle a appuyé à plusieurs reprises sur le bouton d'appel, refusant de suivre les instructions de l'équipage et agitant les autres passagers. Le capitaine Laurent s'arrêta à côté du siège d'Aïcha, la dominant de sa hauteur. Il ne se baissa pas. Il n'adoucit pas sa voix. Il s'adressa à elle comme si elle était un équipement défectueux. « Jeune demoiselle, je suis le capitaine de cet appareil. Ma responsabilité principale est la sécurité et la sûreté de ce vol. Quand mon équipage me dit qu'un passager est perturbateur, je prends cela très au sérieux. Claudine est ma stewardess la plus senior, et j'ai une confiance totale en son jugement. Quel que soit le problème, sa décision est finale. J'ai besoin que vous vous calmiez, arrêtez d'appuyer sur le bouton d'appel, et permettez à mon équipage de faire son travail. Me comprenez-vous? » La nature publique de la réprimande était brutale. Il n'avait pas demandé son côté de l'histoire. Il n'avait même pas demandé quel était le problème. Il avait simplement pris la parole de son membre d'équipage et admonesté publiquement une enfant. L'injustice était si profonde qu'Aïcha sentit l'air quitter ses poumons.
Des larmes piquèrent ses yeux, chaudes et aiguës. Elle ne les laisserait pas couler. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle fixa simplement le capitaine, son expression un mélange de choc et de trahison. Elle donna un seul hochement de tête serré. « Bien », dit le capitaine Laurent sèchement. Il tapa rassurant sur l'épaule de Claudine, un signal clair de solidarité, et se tourna pour retourner au cockpit. Le message au reste de la cabine était clair. L'équipage était aux commandes. La dissidence ne serait pas tolérée. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Un passager mâle, M. Duval, un homme d'affaires chauve et rougeau assis 2 rangées plus loin, qui avait observé toute la scène avec un sourire narquois, ne put s'empêcher d'intervenir, ajoutant à la phalange de l'injustice. « Bien joué, capitaine !» cria-t-il assez fort pour que toute la cabine entende. Ces gamines comme elles devraient apprendre à rester à leur place au lieu de causer des ennuis. Si elle continue, pourquoi ne pas la menotter pour le reste du vol? Son rire gras résonna, encourageant Claudine qui lui lança un clin d'œil approbateur, tandis que Marie, de la Galée, sortit la tête pour glousser ouvertement, pointant du doigt Aïcha, comme si elle était un spectacle de cirque, rendant l'humiliation encore plus insupportable. Comment osait-il? Ces adultes censés protéger transformer une simple requête en un lynchage public, faisant monter la rage collective chez quiconque assiste à cela, une rage qui bouillonne, qui exige réparation. Aïcha sentit une centaine de paires d'yeux sur elle. Elle se recroquevilla dans son siège. L'humiliation était un poids physique. Le froid était une misère réelle et présente. Mais le sentiment d'être totalement impuissante était pire. Elle n'était qu'une gamine. Qui la croirait contre le capitaine? Elle reprit son crayon de fusain. Elle tourna une nouvelle page dans son carnet de croquis, sa vision légèrement floue. Cette fois, elle ne dessina pas le froid, elle dessina les visages qu'elle venait de voir. Elle dessina le visage de Claudine, un masque cruel et pincé de mépris. Elle dessina le visage du capitaine, impassible et indifférent, ses yeux durs comme la pierre. Elle dessina le visage d'Antoine, regardant ailleurs, sa bouche une ligne fine de lâcheté. Elle ajouta même le visage moqueur de Meigneux. Duval, avec son rictus dédaigneux, et celui de Marie, riant aux éclats, pour capturer l'essence de cette coalition de cruauté qui la submergeait. C'était un dessin sombre, enragé, le fusain barbouillé et agressif sur la page. C'était un témoignage de sa vérité, même si personne d'autre n'écoutait. Elle avait encore une option. Le Wi-Fi en vol était cher, mais son père lui avait donné sa carte de crédit pour les urgences. Cela, décida-t-elle, ressemblait à une urgence, non de sécurité, mais d'esprit. Elle sortit son téléphone de son sac à dos, paya pour le pass d'1 heure et ouvrit son application de messagerie. Ses doigts volèrent sur l'écran, composant un message pour la seule personne au monde qu'elle savait qui la croirait sans question. De l'autre côté de l'Atlantique, dans une salle de réunion élégante à Londres surplombant l'étendue scintillante de Canary Wharf, Jacques Moreau luttait pour rester concentré. Il était bien après minuit, et les détails finaux d'une acquisition d'engines de plusieurs milliards étaient en train d'être négociés. Il était le PDG du groupe Aviation Élite, un conglomérat colossal qui possédait un portefeuille de sociétés de fabrication aérospatiale, de fournisseurs de services aéroportuaires, et plus visiblement pour le public, une poignée de transporteurs commerciaux, dont leur marque phare américaine, Air Prestige. Il était connu pour être exigeant mais juste, un leader qui croyait que la force de son entreprise était bâtie sur l'intégrité de ses gens. Son téléphone, réglé sur un mode vibration d'urgence seulement, bourdonna doucement sur la table en acajou poli. Il baissa les yeux. Un message d'Aïcha. Son comportement entier changea. Le PDG recula et le père émergea. Son front se plissa d'inquiétude. Elle était censée dormir dans l'avion. Il lut le texte. « Salut papa. Le vol va bien, mais il fait vraiment froid. La stewardess ne veut pas me donner une couverture et a été méchante. Le capitaine est venu et m'a dit de me taire. Je vais bien, juste triste. Je t'aime. » Jacques Moreau lut le message une fois, puis une deuxième. Une immobilité dangereuse s'installa sur lui. L'air dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Les autres cadres à la table, plongés dans une discussion sur les clauses de responsabilité, s'arrêtèrent en remarquant le changement en lui.
L'inquiétude décontractée sur son visage avait été remplacée par un masque de fureur glaciale contrôlée. « Messieurs, dit-il, sa voix d'un calme inquiétant, veuillez m'excuser un moment. Quelque chose requiert mon attention immédiate. » Il se leva et sortit de la salle de réunion dans son bureau privé adjacent, fermant la lourde porte en chêne derrière lui. Il regarda à nouveau le texte de sa fille. « A été méchante. Le capitaine m'a dit de me taire. » Il imagina Aïcha seule dans cet avion, grelottant, réprimandée et humiliée. « Sa brillante, gentille, calme fille. » Une vague de rage protectrice si primordiale qu'elle lui coupa presque le souffle, le submergea. Il n'appela pas le service client. Il ne composa pas le bureau des médaillons Platinum d'Air Prestige. Il fit défiler ses contacts jusqu'à un nom que peu de gens en dehors des plus hauts échelons de l'entreprise connaîtraient même. François Leclerc, le vice-président exécutif des opérations de vol en Amérique du Nord. Il était 20 heures à New York où François était basé. Il serait à dîner ou avec sa famille. Jacques Moreau s'en fichait. François répondit à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse. « Jacques, à quoi dois-je ce plaisir ?» « François, dit Jacques, sa voix dénuée de toute chaleur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi tout de suite. J'ai besoin que vous me mettiez en ligne avec le capitaine Pierre Laurent sur le vol 212 d'Air Prestige, actuellement en route de l'Axe à JFK. Transférez-le-moi sur son téléphone satellite du cockpit. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Un appel au cockpit en plein vol du PDG de la société mère était presque inédit. Cela n'arrivait qu'en cas de piratage, d'une panne mécanique catastrophique ou d'une menace à la sécurité nationale. « Jacques, tout va bien? Y a-t-il une menace pour l'appareil ?» demanda François, sa voix maintenant tendue d'alarme. « La menace, dit Jacques, ces mots coupés et précis, est pour l'intégrité de mon entreprise. Faites-le, François, et faites-le maintenant. » La ligne devint muette. Jacques se tint près de la fenêtre, regardant les lumières de Londres sans les voir. Son esprit était à 35 pieds au-dessus de l'Amérique, au siège d'USA. Sur le pont de vol d'Air Prestige 212, le capitaine Pierre Laurent sirotait un café tiède, l'autopilote bourdonnant rassurant. C'était un vol fluide, sans incident sur le Midwest. Soudain, le téléphone satellite, un équipement utilisé si rarement qu'il faisait principalement partie de la vérification pré-vol, émit un bip strident et insistant. Laurent et son copilote échangèrent un regard de pure confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura le copilote, tendant la main vers le récepteur. « Je m'en occupe, » dit Laurent, prenant le combiné. Capitaine Laurent à l'appareil. « Capitaine, c'est François Leclerc, au contrôle des opérations à New York. Veuillez patienter pour un appel prioritaire de Monsieur Jacques Moreau. » Laurent faillit laisser tomber le téléphone. Monsieur Moreau, le Jacques Moreau. Il l'avait vu une fois de loin, lors d'une réunion d'entreprise il y a 5 ans. Il était une légende, un fantôme qui dirigeait tout l'empire d'en haut. Un appel de lui au cockpit. Le cœur de Laurent commença à marteler contre ses côtes. Il imagina 100 scénarios terribles. Une voix calme et froide comme la stratosphère dehors vint en ligne. « Capitaine Laurent, c'est Jacques Moreau. »« Monsieur Moreau, monsieur, » balbutia Laurent, se redressant d'un coup. « Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une urgence? »« On pourrait dire ça, capitaine, » répondit la voix. « J'ai un rapport concernant un incident de service passager sur votre vol. Il implique une passagère au siège d'USA. » L'esprit de Laurent s'emballa. d'USA. Le nom du siège fut comme un seau d'eau glacée au visage. La gamine, celle avec l'attitude pour la couverture. « Monsieur, nous avons eu un petit problème avec une passagère perturbatrice, mais cela a été géré. La situation est sous contrôle. Laissez-moi être plus spécifique, capitaine, » continua Jacques Moreau, sa voix dangereusement égale. « La passagère en DUSA est une fille de 12 ans. C'est ma fille, Aïcha Moreau. Elle m'a envoyé un message il y a quelques minutes. Il dit, et je cite, « La stewardess ne veut pas me donner une couverture et a été méchante. Le capitaine est venu et m'a dit de me taire. Maintenant, capitaine Laurent, j'aimerais que vous me disiez de votre perspective ce qui pourrait bien mener à une situation où le capitaine de mon appareil est envoyé pour réprimander ma fille pour avoir demandé une couverture. » Le sang quitta le visage de Pierre Laurent. Le cockpit sembla s'incliner sur son axe. Sa fille. Les mots résonnèrent dans sa tête,
un clou dans le cercueil de sa carrière. Il vit le visage suffisant de Claudine dans son esprit. Il se rappela son propre rejet arrogant de l'enfant. Il avait fait confiance à sa seigneur d'équipage. Il avait été paresseux et indifférent. Et maintenant, cette indifférence était en appel satellite avec l'homme le plus puissant de l'entreprise. Monsieur Moreau. Je n'étais pas pleinement conscient du contexte, balbutia-t-il, sa voix se brisant. Ma stewardess a rapporté. Je ne suis pas intéressé par ce que votre stewardess a rapporté. Capitaine, Jacques le coupa, sa voix comme de la glace qui se fissure. Je suis intéressé par ce que vous, en tant que commandant de ce vaisseau, allez faire à ce sujet. Voici ce qui va se passer. Vous allez raccrocher ce téléphone. Vous allez personnellement récupérer 1 ou 2 couvertures et un oreiller de la première classe. Vous irez au siège d'Ouzaï et vous vous excuserez auprès d'Aïcha Moreau. Vous lui demanderez si elle voudrait un chocolat chaud ou quoi que ce soit d'autre pour la rendre confortable pour le reste du vol. Vous obtiendrez alors le nom de la stewardess responsable et l'informerez que sa présence, ainsi que la vôtre et celle de votre copilote, est requise pour une réunion avec moi à l'arrivée à la porte à JFK. Je serai là à attendre. Chaque partie de cette instruction est-elle parfaitement claire, capitaine? Oui, monsieur, murmura Laurent, sa gorge sèche. Parfaitement. Cristal clair. Excellent. Je vous verrai à New York. La ligne cliqua morte, laissant un silence résonnant dans le cockpit. Laurent posa lentement le combiné dans son cradle. Ses mains tremblaient. Le copilote le fixait, son visage un mélange de terreur et d'admiration. Pierre, qu'est-ce que c'était? Laurent déglutit difficilement, le poids de son jugement colossal s'écrasant sur lui. Ça, dit-il, sa voix un murmure rauque, c'était le son de ma carrière qui se termine. Le capitaine Laurent détacha sa ceinture de sécurité, ses mouvements raides et robotiques. Il regarda son copilote, Michel, dont le visage juvénile était pâle de peur vicariante. « Tu as les commandes, » dit Laurent, sa voix plate. « Maintiens le cap et l'altitude. Contacte-moi pour quoi que ce soit, et je veux dire quoi que ce soit qui ne soit pas procédure standard. »« Oui, capitaine » respira Michel. Laurent se leva et tira le rideau du cockpit. L'éclairage doux de la cabine semblait arche et accusateur. Il marcha directement vers la galaie, avant où Claudine discutait avec Antoine, un air de satisfaction suffisant encore sur son visage, tandis que Marie, adossée au comptoir, riait d'une blague interne. Son expression était si sombre, si complètement transformée de l'homme qu'il avait soutenu avec confiance moins d'1 heure auparavant, que les 3 stewards tombèrent silencieux. « Capitaine, tout va bien ?» demanda Claudine, son sourire faiblissant. Laurent ne lui répondit pas. Il la poussa de côté, ouvrit violemment le placard des commodités de première classe et sortit 2 épaisses couvertures plush et un oreiller pleine taille encore scellé dans leur emballage plastique. « Que faites-vous » demanda Claudine, déconcertée. « Celles-ci sont pour la première classe internationale seulement. » Laurent se tourna pour lui faire face, ses yeux flamboyants d'un mélange de fureur et de panique pure. « La gamine en 12A, dit-il, sa voix un grognement bas et dangereux. « Quel est son nom ?»« Je ne connais pas son nom, » ricana Claudine. « C'est l'insolente. »« Son nom » cracha Laurent, s'approchant plus près. « C'est Taïcha Moreau, et son père est Jacques Moreau. » Il posa, laissant le nom planer dans l'air. Claudine le regarda sans comprendre. Le nom ne lui disait rien. La patience de Laurent claqua. « Jacques Moreau est le PDG du groupe Aviation Élite, espèce d'idiote. C'est l'homme qui signe votre chèque. Il possède toute cette compagnie aérienne, et je viens de raccrocher le téléphone satellite avec lui. » La couleur quitta le visage de Claudine. C'était une transformation spectaculaire, horrifiante. Sa peau passa de son ton jaunâtre habituel à un blanc grisâtre pâteux. Sa bouche s'ouvrit et un petit son étranglé s'échappa. Antoine, à côté d'elle, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son corps entier commença à trembler. Marie, qui avait ri plus tôt, se figea, son sourire moqueur se transformant en une grimace de terreur absolue, réalisant soudain que son commentaire divagant sur ces gens-là pouvait la condamner aussi, ajoutant une couche de phalange à l'horreur collective. Comment avait-elle pu être si imprudente, si cruelle, dans cette conspiration de mépris qui maintenant se retournait contre eux comme un boomerang de justice divine? « Il a appelé le cockpit » murmura Claudine, sa voix à peine audible. « Oui, il l'a fait » cracha Laurent. « Il voulait savoir pourquoi mon équipage maltraitait sa fille de 12 ans. Il voulait savoir pourquoi moi,
son capitaine, ait choisi d'humilier une enfant plutôt que d'établir un seul fait. Et maintenant, dit-il, poussant une des couvertures dans les mains molles d'Antoine, nous allons arranger ça. Vous trois allez me regarder m'excuser, et puis, Claudine, vous allez lui apporter le chocolat chaud qu'il a personnellement demandé. Claudine avait l'air sur le point de s'évanouir. Tout l'édifice de sa carrière de 30 ans, sa seniorité, ses tyrannies mesquines, s'était effondré en poussière en une seule phrase. Tout ce qu'elle pouvait faire était hocher la tête engourdie. Marie, paniquée, tenta de se défendre. « Mais capitaine, je n'ai rien fait, je n'ai que… » « Taisez-vous » aboya Laurent, son regard la transperçant comme un poignard. « Vous avez ri, vous avez encouragé cette folie, et maintenant vous en payerez le prix avec nous, car l'injustice ne tolère pas les complices passifs. » La procession dans l'allée fut un spectacle. Le capitaine Laurent, son visage un masque grime de contrition, menait le chemin, serrant une couverture et un oreiller. Il était suivi d'un Antoine terrifié, d'une Claudine choquée et d'une Marie tremblante qui regrettait amèrement son rire moqueur. Les passagers qui avaient vu la confrontation précédente regardaient maintenant les yeux écarquillés, sentant un renversement dramatique de fortune. Duval, l'homme qui avait encouragé plus tôt, fronça les sourcils, murmurant à voix haute « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Cette gamine cause encore des problèmes ?» Son commentaire attisa la tension, faisant bouillir le sang de docteur Bertrand, qui lui lança un regard assassin, mais l'atmosphère était chargée d'une justice imminente qui rendait chaque seconde plus électrique, plus insupportable pour les coupables. Aïcha était encore concentré sur son carnet de croquis, canalisant sa douleur et sa colère dans les lignes tranchantes de son dessin. Elle ne leva pas les yeux jusqu'à ce que les chaussures noires polies du capitaine s'arrêtent directement devant elle. Elle leva les yeux vers le visage du capitaine Pierre Laurent. C'était un visage complètement différent de celui qu'elle avait vu avant. L'arrogance avait disparu, remplacée par une humilité désespérée, suppliante. Il ne la dominait plus, il était à genoux. Là, dans l'allée, le capitaine de l'avion était à un genou, se mettant à son niveau. « Mademoiselle Moreau, dit-il, sa voix épaisse d'une sincérité née de la terreur pure. « Aïcha, je suis le capitaine Laurent. Je suis venu vous offrir mes excuses les plus profondes, les plus profondes. » Aïcha le fixa, totalement déconcertée. Le changement était si soudain, si total qu'elle ne pouvait le comprendre. « Je vous ai manqué, » continua le capitaine, sa voix se brisant. « J'ai manqué à mon devoir en tant que capitaine et en tant qu'être humain décent. Je ne vous ai pas écouté. J'ai fait une supposition et j'ai été impardonnablement wrong. Je suis tellement désolé pour mon comportement et pour celui de mon équipage. C'était inacceptable. » Il tendit la couverture plush et l'oreiller. « Je vous ai apporté cela. Veuillez me permettre de vous rendre plus confortable. » Aïcha, encore en train de traiter la scène surréaliste, tendit timidement la main et prit la couverture. Elle était douce et chaude. « Y a-t-il autre chose que je puisse vous obtenir ?» demanda le capitaine, ses yeux implorant le pardon. « Mon équipage est à votre entière disposition. Voudriez-vous peu être un chocolat chaud avec de la crème fouettée ?» Aïcha, qui adorait le chocolat chaud, trouva sa voix. « D'accord, » murmura-t-elle. « Oui, s'il vous plaît. »« Bien sûr, » dit Laurent, le soulagement inondant ses traits. Il regarda par-dessus son épaule à Claudine, qui se tenait figée comme une statue, et à Marie, qui se cachait presque derrière elle, regrettant son rire. « Claudine, le chocolat chaud maintenant. Et Marie, vous l'aiderez, car vous avez participé à cette honte. » Forcée à l'action, Claudine se précipita vers la galée, ses mouvements maladroits et non coordonnés, Marie la suivant en trébuchant, son visage un masque de regret paniqué. Les autres passagers regardaient en silence, stupéfaits. Ils avaient vu la cruauté impérieuse de Claudine, et maintenant ils assistaient à son humiliation complète. Docteur Bertrand, dans la rangée derrière, observait toute la performance avec un regard analytique keen. Un petit sourire satisfait sur les lèvres, tandis que Duval marmonnait dans sa barbe, se sentant soudain mal à l'aise, comme si sa propre bigoterie était exposée au grand jour, ajoutant à la tension dramatique qui faisait monter la phalange collective une rage contre les préjugés qui ne pouvaient plus être ignorés. Quelques minutes plus tard, Claudine revint, sa main tremblant si fort que la tasse et la soucoupe tintaient.
Elle tendit la tasse fumante de chocolat chaud surmontée d'une haute pile de crème fouettée. Elle ne pouvait se résoudre à regarder Aïcha dans les yeux. Son regard était fixé au sol. « Voilà », marmonna-t-elle. Aïcha prit la tasse. « Merci », dit-elle doucement. Ce n'était pas dit avec sarcasme ou triomphe, c'était la simple politesse inculquée par ses parents. Et en cet instant, sa grâce tranquille était plus damning que n'importe quel éclat pouvait l'être. Le capitaine Laurent resta à genoux un moment de plus. « Mademoiselle Moreau, encore une fois, je suis vraiment désolé. » Il se leva alors, lança un regard à Claudine, Antoine et Marie, qui promettaient un règlement de compte, et marcha le long chemin de la honte vers le cockpit, les yeux de chaque passager le suivant. Aïcha enveloppa la couverture chaude autour de ses épaules et prit une gorgée du chocolat chaud. C'était doux et réconfortant. Elle regarda son carnet de croquis au visage enragé qu'elle avait dessiné. Puis elle tourna une page fraîche. Avec un toucher plus léger, elle commença à esquisser la vue de son hublot à nouveau. Le vaste ciel étoilé, la courbe douce de la terre en bas, le froid était parti, mais elle savait avec une certitude qui s'installait profondément dans ses os que la turbulence était loin d'être terminée. La descente vers New York fut tendue et silencieuse. Dans la cabine, l'atmosphère avait basculé d'un voyage mondane à une anticipation anxieuse épaisse. Dans le cockpit, le capitaine Laurent pilotait l'avion avec une précision grime. La camaraderie habituelle, avec son copilote, remplacé par un lourd voile de dread. Dans la galerie, Claudine s'assit sur un siège saut, fixant le vide, son visage un canevas blanc de choc, tandis qu'Antoine essuyait nerveusement des comptoirs déjà impeccables, et Marie se rongeait les ongles, regrettant amèrement son rôle dans cette débâcle. Alors que l'avion roulait vers la porte à l'aéroport international John F. Kennedy, la voix du capitaine vint sur l'intercom, mais elle manquait de son ton confiant et accueillant habituel. « Mesdames et messieurs, bienvenue à New York. Nous vous demandons de rester assis jusqu'à ce que l'appareil soit complètement arrêté et que le signe de ceinture soit éteint. Pour ceux qui connectent, il s'arrêta, puis se corrigea. Nous aurons besoin que tous les passagers restent assis quelques moments après que nous ayons stationné. Merci. » Un murmure de confusion traversa la cabine. C'était une requête inhabituelle. Par son hublot, Aïcha le vit. Debout juste à l'intérieur des murs de verre du terminal à l'embouchure de la Jet Bridge était son père. Il n'était pas vêtu de son costume Sharp habituel. Il était en jean sombre, un simple pull en cachemire gris et un manteau peacoat noir, habillé non comme un PDG, mais comme un père attendant sa fille. Pourtant, même en tenue casuale, il rayonnait une aura d'autorité absolue. Flanqués de lui étaient deux autres personnes en costume sévère. Une femme avec un portfolio en cuir et le manager de station de JFK, dont le visage était tendu d'anxiété. Au moment où le signe de ceinture tinta off, un agent au sol monta à bord et parla quietly au chef de cabine, qui marcha alors vers le siège d'Aïcha. « Mademoiselle Moreau, votre père vous attend. Vous pouvez débarquer maintenant. » Aïcha rassembla son sac à dos et son précieux carnet de croquis. Alors qu'elle marchait dans l'allée, la cabine était étrangement silencieuse. Tous les yeux étaient sur elle. Elle passa devant Claudine, qui tressaillit et refusa de rencontrer son regard. Elle passa devant le capitaine Laurent, qui se tenait grime à la porte de l'appareil, son visage cendreux. « Aïcha, dit-il quietly. Il ne pouvait finir. Aïcha lui donna simplement un petit hochement de tête incertain et sortit sur la Jet Bridge. À la seconde où elle vit son papa, elle lâcha son sac et courut dans ses bras. Jacques Moreau enveloppa ses bras autour de sa fille, la tenant serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il la tint un long moment, s'assurant simplement qu'elle était là. Elle était en sécurité. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-il. Sa voix basse et douce. « Je vais bien, papa » marmonna-t-elle dans son pull. « Je vais bien maintenant. »« Je sais, » dit-il, embrassant le sommet de sa tête. Il ramassa son sac à dos et son carnet de croquis. « Allons te ramener chez grand-mère et grand-père. » Il la guida loin de la porte, la confiant à un chauffeur de confiance qu'il avait arrangé. Il regarda jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Il se tourna vers la porte, le père reculant, le PDG revenant avec une vengeance. Il hocha la tête aux deux cadres avec lui. « Allons-y, salle de conférence C. » L'équipage fut instruit de débarquer. Le capitaine Laurent, le copilote Michel, Antoine,
Claudine et Marie furent accueillis par le manager de station et escortés, non aux longes d'équipage habituelles, mais à une salle de conférence stérile, sans fenêtre dans l'aile administrative de l'aéroport. Quand ils entrèrent, Jacques Moreau était déjà là, debout à la tête de la longue table. La femme avec le portfolio, qui se présenta comme Madame Dubois de Ressources Humaines Corporate, s'assit à sa droite. Il ne s'assit pas. Il les regarda simplement filer et prendre leur siège. Son silence plus intimidant que n'importe quel cri pouvait l'être. Aussi dans la salle, à leur surprise, était la femme aux cheveux argentés du vol, Dr Sophie Bertrand. « Merci à tous de nous rejoindre », commença Madame Dubois, son ton formel et sec. « Nous sommes ici pour enquêter sur un échec grave de service passager et une violation de conduite à bord du vol 212. Nous avons une déclaration formelle d'une passagère, Dr Bertrand, professeur de sociologie à l'Université Columbia, qui a assisté aux événements. » Dr Bertrand relata calmement et factuellement tout ce qu'elle avait vu et entendu. La requête polie initiale d'Aïcha, le mensonge dédaigneux de Claudine, la provision subséquente de couverture à d'autres passagers, l'hostilité croissante de Claudine, ses menaces verbales, le commentaire divageant de Marie sur ces gens-là, l'intervention moqueuse de M. Duval, et enfin l'arrivée du capitaine Laurent et sa censure immédiate et inquestionnée de l'enfant. C'était un compte-rendu clair, damning et irréfutable. Madame Dubois se tourna alors vers Claudine. « Madame Claudine, est-ce un compte-rendu précis des événements ?» Claudine, son visage blotchi et strié de larmes, commença une défense rambling et incohérente. La gamine était difficile. Elle avait une attitude. « J'ai volé pendant 32 ans. Je sais comment gérer les passagers. » Elle essayait de causer des problèmes pour obtenir quelque chose gratuitement. Et Marie n'a fait que plaisanter. Ce n'était pas sérieux. Jacques Moreau, qui avait été silencieux jusqu'à maintenant, parla. Sa voix était quiète. Pourtant elle coupa la salle comme un éclat de verre. « Quelque chose gratuitement », répéta-t-il, ses yeux verrouillés sur ceux de Claudine. « Elle a demandé une couverture, un morceau de polyester, qui coûte à cette entreprise 50 $. Vous avez décidé, basé sur rien d'autre que votre propre préjugé, qu'elle n'en était pas digne. Vous avez décidé de lui mentir, de lui refuser un confort basique accordé à d'autres et de l'humilier quand elle a eu le courage de vous questionner. Et vous, Marie, avec votre plaisanterie sur ces gens-là ne méritent pas le confort. Vous avez alimenté cette haine, transformant une injustice en une conspiration collective qui me donne envie de vomir. » Il fit un pas en avant. « Mademoiselle Claudine, ma fille est une enfant quiet, polie, artistique. Mais prétendons un moment qu'elle ne l'était pas. Prétendons qu'elle était difficile. Prétendons qu'elle était impolie. Cela n'importerait pas parce que votre job, le cœur même de votre carrière de plusieurs décennies, est de désescalader, de servir, de maintenir un standard de professionnalisme. Vous avez fait l'opposé. Vous avez escaladé. Vous avez ciblé une enfant. Vous avez abusé de votre autorité. Et vous, Marie, au lieu de corriger, vous avez ri, ajoutant à la douleur « Comment osez-vous traiter un enfant comme un objet de moquerie ?» Cela me remplit d'une rage indescriptible. Il posa, son regard balayant les autres. « Vous êtes une liability que cette entreprise ne peut plus se permettre. » Madame Dubois. Madame Claudine est suspendue sans salaire, effective immédiatement en attendant la conclusion d'un processus de licenciement formel. Et Marie, vous êtes aussi suspendue pour complicité dans cette discrimination flagrante. Claudine laissa échapper un sanglot. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai de la seniorité. Un syndicat. Votre syndicat trouvera très difficile de défendre une discrimination documentée et assister contre une mineure, dit Madame Dubois froidement, faisant déjà une note dans son dossier. Le regard de Jacques tomba alors sur Antoine. Monsieur, Antoine, monsieur, balbutia Antoine, tordant ses mains. Monsieur, Antoine, vous étiez là. Vous l'avez vu se produire. Vous n'avez rien dit. Antoine regarda la table. Ses épaules s'affaissèrent de honte. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait. J'avais peur de Madame Claudine. Elle est senior d'équipage. J'étais un lâche. Je sais que ce qu'elle a fait était mal, et j'en ai honte de ne pas être intervenu. Je suis tellement désolé. Sa confession était quiète, misérable et honnête. Jacques l'étudia un moment. La peur est compréhensible. La lâcheté est un choix. Vous avez un long chemin à faire pour regagner la confiance de cette entreprise.
Enfin, il se tourna vers l'homme en uniforme de capitaine. Capitaine Laurent, le commandant du navire, l'autorité ultime, la seule personne dont le job est d'exercer un jugement sound par-dessus tout. Et vous avez plié le genou à l'autel de la seniorité. Vous avez pris la parole d'une employée mécontente sur le plaidoyer silencieux d'une enfant. Vous avez utilisé le poids de votre commandement pour écraser son esprit plutôt que pour investiguer la vérité. Et pire, vous avez menacé de la mettre en garde à vue si elle continuait à perturber, comme si une enfant demandant justice était un criminel. Cela me remplit d'une fureur qui me fait trembler. Comment un leader comme vous a-t-il pu tomber si bas dans l'indifférence et la cruauté? Laurent leva les yeux, son visage gravé de regret. Monsieur, il n'y a pas d'excuse. J'étais arrogant, j'étais paresseux et j'étais rongue. J'ai manqué à mes devoirs et j'ai manqué à votre fille. J'assume la pleine et complète responsabilité des actions de mon équipage et de mon propre manque de jugement egregius. J'offre ma démission. Jacques Moreau fut silencieux un long moment. Votre démission n'est pas acceptée, dit-il enfin, surprenant tout le monde dans la salle. C'est trop facile. Démissionner vous laisse partir. Vous n'allez pas partir. Vous allez rester et vous allez apprendre. Il regarda autour d'eux, sa voix s'adressant maintenant à toute la salle, toute l'entreprise. Ce n'est pas à propos d'une couverture. Ce n'est même pas à propos de ma fille. C'est à propos d'une maladie dans notre culture, un sens d'entitlement chez certains de notre équipage, une paresse dans notre leadership, une volonté de regarder ailleurs. Aujourd'hui, ma fille était la victime. Combien d'autres y en a-t-il eu dont je n'ai pas entendu parler? Combien de passagers ont été faits se sentir petits, non bienvenus, ou moins que parce que de l'uniforme que nos gens portent? Il se pencha en avant, posant ses mains sur la table. Cet incident ne va pas être balayé sous le tapis. Il va être le catalyseur pour un changement profond, douloureux et compréhensif. Vous allez tous en faire partie. Maintenant, sortez de ma vue. Les répercussions du vol 212 d'Air Prestige ne se dissipèrent pas avec le soleil du matin sur New York. Elles ondulèrent vers l'extérieur non comme une histoire de news fugace, mais comme un shift sismique profond dans les fondations du groupe Aviation Élite. Jacques Moreau n'était pas un homme qui traitait en punition simple. Il traitait en overhaul systémique. Les destins de ceux impliqués n'étaient pas merely punitifs. Ils étaient éducatifs, transformateurs et durables, fixant un cours nouveau et inaltérable pour leur vie et pour l'entreprise elle-même. Pour Claudine, la trajectoire fut une descente raide et impitoyable. Sa suspension fut suivie d'une audience de licenciement formel, convaincue que ses 32 ans de service et son syndicat étaient un bouclier impénétrable. Elle entra dans la réunion avec un air de victimhood défiant. Elle s'assit en face de Madame Dubois, de HR, et d'un représentant syndical, stone-faced, nommé Tom, qui avait tout vu. Claudine lança une tirade sur le déclin du respect, l'entitlement des passagers modernes, et le traitement spécial accordé aux riches et connectés. Tom, le rep syndical, écouta patiemment avant de glisser un dossier mince sur la table. « Claudine, dit-il, sa voix lasse, ce n'est pas à propos d'un incident. HR a documenté un pattern. 17 plaintes informelles sur les 8 dernières années, toutes pour comportements rudes ou dédaigneux. Elles étaient enterrées par la middle management, mais cette fois elles ont été déterrées. Plus important, nous avons un témoin tiers crédible, une professeure tenure de Columbia et une admission de faute de votre propre membre d'équipage junior. Ils ont aussi le témoignage du capitaine que vous avez willfully misreprésenté de la situation à lui. Il n'y a pas de cas ici. Ils offrent la sévérance standard si vous signez un accord de non-divulgation. Je vous conseille fortement de le prendre. Claudine fut agaste. Vous êtes censé être de mon côté. Je le suis, soupire Tom. Et je vous dis, c'est le seul chemin forward qui ne finit pas avec vous n'obtenant rien et étant publiquement labelled dans un lawsuit que vous ne pouvez pas gagner. Elle refusa, aveuglée par la rage et une vie d'unchecked superiority, elle fut licenciée pour cause, forfeitant sa sévérance. Son nom, dépouillé de l'association glamour de la compagnie aérienne, devint un tal cautionary murmuré dans les lounges d'équipage. Elle postula à d'autres compagnies aériennes majeures, son CV vantant 3 décennies d'expérience. Mais le monde de l'aviation est petit. L'histoire de la fille du PDG était une légende de l'industrie en semaine, et aucune compagnie legacy ne la toucherait. Elle se trouva à postuler pour des compagnies budget, puis des compagnies chartées,
chaque rejet chipant sa fierté. Ultimement, elle trouva du travail comme dispatchée de nuit pour une petite compagnie de frais aériens opérant d'un parc industriel Dreary dans le New Jersey. Son monde se rétrécit du ciel expansif à une pièce cramped sans fenêtre avec des moniteurs flickering. Sa voix, autrefois capable de commander une cabine de 300 personnes, maintenant juste un crackle disembodié sur une radio guidant des avions cargo à travers le noir. Elle était seule, amère, et forever piégée au sol, hantée par le mémoire d'une fille qu'elle avait jugée indigne d'une simple couverture. La journey du capitaine Pierre Laurent fut une reconstruction publique et humbling. Sa démotion à copilote fut immédiate. Sa premier assignement dans le programme de retraining mandatory de 6 mois n'était pas dans un simulator, mais dans un cubicle au centre d'appel des relations clients principales d'Air Prestige à Phoenix. Pendant un mois, il ne fit rien d'autre qu'écouter. Portant un headset, il écouta les appels enregistrés de passagers enragés, frustrés et déçus. Il entendit une mère plaider pour un bassinet qui n'avait jamais été réservé. Il entendit un étudiant frantique dont les bagages étaient perdus avant un interview vital. Il entendit un homme âgé, confus et effrayé après avoir été laissé à la mauvaise porte. Un appel en particulier brisa son extérieur jaded. C'était une jeune femme, sa voix tremblant de larmes à peine supprimées, décrivant comment une stewardess avait moqué son accent et refusé de l'aider avec son bagage. Il n'y avait pas de père puissant pour intervenir pour elle. Il n'y avait pas d'appel satellite au cockpit. Il n'y avait que sa plainte solitaire, unheard. En l'écoutant, Laurent sentit un sens profond de cham. Il reconnut sa propre indifférence dans l'échec du système à l'aider. Il n'était pas juste un pilote, il était un gatekeeper et il avait gardé la gate fermée. Quand il passa à la formation intensive de leadership et de sensibilité, il n'était plus sceptical. Il s'engagea. Il posa des questions. Il confronta les biases inconscients qu'il ne savait pas avoir. Il apprit que la seniorité n'était pas la même que le leadership et que l'autorité n'était pas la même que le jugement. 6 mois plus tard, un homme changé retournait au pont de vol. Sur son premier vol de retour comme copilote, il fit un point d'honneur à marcher à travers toute la cabine avant que l'embarquement soit complet. Il regarda les passagers dans les yeux. Il sourit. Il s'arrêta pour aider une famille luttant avec un siège auto. Sa nouvelle capitaine, une femme de 15 ans sa cadette, l'observa avec curiosité. « Vous semblez différent, Pierre, » commenta-t-elle. « Je le suis, » répondit-il simplement. Il regagna éventuellement ses 4 bandes, mais leur poids sentait différent. Elle n'était plus un symbole de pouvoir, mais d'immense responsabilité. Il devint un mentor pour les nouveaux capitaines. Sa leçon primaire toujours la même, votre instrument le plus important n'est pas sur le pont de vol. C'est votre propre jugement. Ne le faites jamais confiance aveuglément. L'approbation d'Antoine fut une période de mentorship intense. Il fut assigné à l'équipage d'un chef de cabine vétéran, un homme nommé Paul, qui était légendaire pour sa grâce sous pression. Paul lui enseigna que la vraie force n'était pas à suivre la personnalité la plus dominante, mais à adhérer aux principes les plus hauts de service. Il enseigna à Antoine l'art subtil de l'intervention, comment désescalader un conflit entre un passager et un autre membre d'équipage, comment soutenir un collègue sans le miner, et plus important, quand tirer une ligne. Son test vint 4 mois dans sa probation. Une stewardess senior sur son équipage écartait briskly une passagère anxieuse non anglophone, essayant de demander sur une connexion serrée. L'attendant la balaya, disant « Je n'ai pas le temps pour ça ». Antoine sentit la vieille peur monter dans sa gorge, l'instinct de regarder ailleurs. Mais alors il pictura le visage d'Aïcha, petit et résolu. Il s'avança. « Je peux aider, Maria », dit-il à sa collègue calmement. « Pourquoi ne commencez-vous pas le service de boisson avant ? Je m'en occupe. » Il passa alors 10 minutes avec la passagère, utilisant une app de traduction sur son téléphone pour expliquer patiemment les informations de la porte. Maria lui lança un regard sale, mais ne dit rien. Il avait trouvé sa voie. 1 an plus tard, il n'était pas seulement sorti de probation, mais était groomed pour une position de chef de cabine lui-même. Son histoire devenant une partie clé du nouveau module de formation sur le bystander actif. Le changement le plus profond fut l'initiative Moreau. Jacques Moreau y versa des millions, amenant Dr. Sophie Bertrand et une équipe de sociologues et d'experts en expérience client. Ils créèrent un programme de formation immersive mandatory pour tous les 30 employés frontline d'aviation élite. Il était bâti sur 3 piliers, dignité, empathie
et action. Et un de ces modules les plus fameux utilisés dans chaque session était une étude de cas anonymisée appelée la vue de 12A. Elle détaillait tout l'incident, forçant les employés à roleplay chaque personne impliquée. L'enfant, l'attendant préjudiciste, le bystander lâche, le capitaine indifférent, le complice moqueur comme Marie, et même le passager bigot comme Monsieur Duval. Pour comprendre comment une série de petits échecs pouvait cascader en une crise monumentale, le morceau final de l'histoire appartenait à Aïcha. Quelques mois après le vol, elle était assise avec son père dans son étude. Il regardait le dessin qu'il avait encadré, celui de la courbe de la Terre vue des cieux. « Tu sais, » dit Jacques, « nous avons utilisé cela comme inspiration pour le logo de tout le nouveau programme de formation, l'initiative Moreau. Nous l'appelons Projet Étoile Lumineuse. » Aïcha regarda son dessin, puis de retour à son papa. « Est-ce que cette dame Claudine a perdu son job à cause de moi ?» Jacques choisit ses mots soigneusement. « Elle a perdu son job à cause des choix qu'elle a faits. Tu as juste été celle qui a shine une lumière sur eux. Tu as été brave, Aïcha. Tu as parlé quand quelque chose était wrong. Ne perds jamais ça. » Il regarda le dessin à nouveau à sa beauté paisible, expansive. C'était une vue disponible à tout le monde sur ce vol. Pourtant, seule sa fille, après avoir été traitée si mal, avait capturé son Wonder. C'était le symbole parfait pour sa nouvelle mission d'assurer que chaque personne qui volait avec son entreprise se sente en sécurité, respectée et digne de voir les étoiles. L'histoire d'Aïcha Moreau n'est pas juste à propos du préjugé d'une stewardess ou de l'erreur d'un capitaine. C'est un rappel puissant que la vraie accountability va au-delà d'une seule personne obtenant son comeuppance. C'est à propos de comment une petite voix qui est, quand enfin entendue, peut exposer des problèmes deep-seated et forcer une corporation massive à confronter sa propre culture. Les conséquences les plus sévères n'étaient pas à propos de revanche. Elles étaient à propos d'un changement fondamental durable qui bénéficierait à des millions de futurs passagers. Cela montre que les pires moments peuvent parfois devenir le catalyseur pour les plus grandes transformations. Que pensez-vous de la façon dont Jacques Moreau a géré la situation? L'issue était-elle juste pour tout le monde impliqué? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de commenter Justice pour Aïcha, pour montrer votre soutien. Si vous avez trouvé cette histoire compelling et voulez entendre plus de tales de justice et de conséquences, assurez-vous de frapper ce bouton like, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous aide à apporter ces histoires incroyables à la lumière. L'histoire d'Aïcha Moreau, une jeune fille de 12 ans confrontée à une injustice flagrante à bord d'un vol d'Air Prestige, est bien plus qu'un simple récit de discrimination. C'est une parabole moderne sur le courage, la responsabilité et la nécessité de transformer les systèmes défaillants. Dans une société française où les valeurs d'égalité, de fraternité et de justice sont au cœur de l'identité nationale, cette histoire résonne profondément et offre des leçons précieuses que chacun peut appliquer dans sa vie quotidienne. En tant que Français, où le respect des droits humains et la lutte contre les préjugés sont des combats ancrés dans notre culture, cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres comportements et à l'impact de nos silences ou de nos actions. L'histoire d'Aïcha évoque une indignation viscérale, une colère face à l'injustice qui fait écho à notre attachement à l'équité. La scène où Aïcha, une enfant innocente, est non seulement privée d'une couverture, mais aussi humiliée par Claudine, Marie, le passager Monsieur Duval et même le capitaine Laurent est insupportable. Cette coalition d'indifférence, de préjugés et de complicité est une trahison des principes fondamentaux de respect et de dignité. En France, où l'on valorise la politesse et l'hospitalité, le comportement de Claudine, qui refuse une requête simple avec un mépris teinté de racisme, choque profondément. Son commentaire « Ces gens-là ne méritent pas le confort » est un coup de poignard dans l'idéal républicain d'égalité. De même, l'intervention moqueuse de M. Duval et le rire de Marie amplifient cette injustice, montrant comment un préjugé individuel peut devenir une oppression collective lorsqu'il est toléré. Cependant, l'histoire ne se limite pas à la colère. Elle inspire également de l'admiration pour le courage d'Aïcha. Malgré son jeune âge, elle ose défier l'autorité, d'abord en questionnant Claudine, puis en pressant le bouton d'appel pour demander justice. Ce courage, discret mais inébranlable, reflète une valeur française, la liberté de parole et le droit de défendre ses convictions.
La réaction de Jacques Moreau, son père, est tout aussi frappante. En tant que PDG, il aurait pu se contenter d'une plainte formelle, mais il choisit d'agir avec une autorité morale, exigeant non seulement des excuses mais aussi un changement systémique. Sa réponse incarne l'idée française de responsabilité collective. Un leader doit non seulement corriger une erreur, mais aussi transformer la culture pour prévenir sa répétition. Le rôle de Dr Sophie Bertrand, la sociologue qui intervient pour soutenir Aïcha, est un autre point fort. Elle représente l'intellectuel engagé, une figure respectée dans la culture française qui utilise sa voix pour défendre les opprimés. Son calme et sa précision face à l'injustice rappellent l'importance de l'analyse et de la solidarité dans la lutte contre les discriminations. En revanche, le silence initial d'Antoine, motivé par la peur, nous confronte à une réalité universelle. La lâcheté face à l'injustice est un choix, et ce choix a des conséquences. Le courage de parler. L'histoire d'Aïcha enseigne qu'il faut oser s'exprimer face à l'injustice, même lorsque cela semble intimidant. En France, où les débats publics et les manifestations sont des traditions, cette leçon est particulièrement pertinente. Que ce soit dans un cadre professionnel, scolaire ou social, nous devons apprendre à défendre ce qui est juste, même si cela signifie confronter une autorité. Par exemple, si l'on est témoin d'un comportement discriminatoire dans un métro parisien ou dans un bureau, intervenir poliment mais fermement, comme l'a fait Dr Bertrand, peut faire la différence. La responsabilité des silences. Le silence d'Antoine face à l'injustice nous rappelle que ne rien dire équivaut à cautionner. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide les consciences, rester passif face à une discrimination est inacceptable. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas détourner le regard lorsqu'un collègue est traité injustement ou qu'un commentaire raciste est prononcé lors d'un dîner. Comme Antoine l'a appris, il faut trouver sa voie, même au prix d'un inconfort temporaire. Le pouvoir de l'action collective. L'initiative Moreau, née de cet incident, montre que les changements systémiques sont possibles lorsque des individus s'unissent. En France, les mouvements citoyens, comme ceux pour l'égalité des genres ou contre le racisme, prouvent que l'action collective peut transformer des institutions. Nous pouvons appliquer cela en participant à des associations locales, en soutenant des initiatives pour l'inclusion ou en sensibilisant notre entourage aux préjugés inconscients. La force du leadership éthique. Jacques Moreau incarne un leadership qui va au-delà du pouvoir formel. Il utilise son autorité pour corriger une injustice et instaurer une culture de dignité. Dans nos vies, que ce soit en tant que parents, managers ou simples citoyens, nous pouvons imiter ce modèle en prenant des décisions guidées par l'éthique plutôt que par la commodité. Par exemple, un professeur à Lyon pourrait s'assurer que tous les élèves, quelle que soit leur origine, sont traités équitablement, ou un manager à Marseille pourrait organiser des formations sur la diversité. L'art comme résistance, les dessins d'Aïcha, transformant sa douleur en création, rappellent le rôle de l'art dans la culture française comme moyen d'expression et de résistance. Que ce soit par l'écriture, la peinture ou la musique, exprimer ses émotions face à l'injustice peut être cathartique et inspirant. Nous pouvons tous trouver des moyens créatifs de partager nos expériences, que ce soit via un blog ou une discussion dans un café parisien. Cette histoire d'Aïcha Moreau n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous rappelle que l'injustice, même dans ses formes les plus banales, peut avoir des conséquences profondes, mais que le courage d'une seule voix peut déclencher un changement monumental. En France, où nous chérissons la justice et l'égalité, prenons exemple sur Aïcha et Jacques pour ne jamais tolérer les préjugés et pour construire un monde plus juste. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait bouillir votre sang et réveiller votre sens de la justice, alors agissez. Cliquez sur le bouton like pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis pour amplifier ce message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits puissants. Et surtout, laissez un commentaire avec les mots « justice » pour Aïcha, pour rejoindre le mouvement contre l'injustice. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où chaque personne, peu importe son âge ou son origine, est traitée avec dignité.